Bonjour, je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec et je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui se déroule dans le cadre de la quatrième édition de la Semaine de la santé durable. Alors, le thème de cette année, Ensemble pour la réduction de la maladie, évoque bien le grand besoin de mobiliser tous les acteurs de la société et de réunir des personnes de tous les milieux pour réduire la pression sur le système de soins. Cette semaine, on va avoir la chance de rencontrer plusieurs experts de différents milieux et aujourd'hui, en fait, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie, d'être avec deux contributrices du livre de la réduction de la maladie qui est disponible sur le site internet moindemaladie.ca et qui se sont penchées plus particulièrement en fait sur le chapitre des indicateurs de santé. Alors d'un côté, on est en compagnie de Cécile Petitgand, qui est PDG de Detalama, experte en gestion des données, IA et numérique responsable. Cécile, vous mettez votre expertise au service des organisations publiques et privées pour la mise en conformité vis-à-vis des lois, règlements et politiques, ainsi que l'adoption de pratiques exemplaires en matière de gestion et de partage de données. Merci beaucoup, Cécile, d'être avec nous aujourd'hui. On est également en compagnie de Cathy Vaillancourt, qui est PhD, professeur titulaire à l'INRS et directeur du RISUC, qui est le réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec, et directrice également en fait du réseau Communauté rurale et éloignée en santé, qui est financé par les fonds de recherche du Québec. Merci beaucoup, Cathy, d'être avec nous. Merci Thomas. Alors, vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que, premièrement, en fait, vous avez été des collaboratrices d'exception pour le livre de la réduction de la maladie en compagnie d'une multitude de collaborateurs. Vous êtes experte, en fait, dans différents domaines, mais aujourd'hui, on va parler vraiment d'indicateurs, on va parler de données de manière générale. Puis je commence un peu en brisant la glace, en posant la question, selon vous, avons-nous les indicateurs nécessaires pour évaluer la maladie et sa réduction au Québec? Alors, Cécile, je vais commencer avec vous et puis on va continuer avec Cathy. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, quand on parle d'indicateurs, en fait, on parle d'informations, de données qui ne sont pas des informations personnelles, qui sont des statistiques agrégées, des informations dont tout le monde a besoin, les décideurs, mais aussi le public, pour s'orienter, par exemple, les files d'attente en chirurgie, le retard sur les hospitalisations et les diagnostics. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place avec le tableau de bord qu'a mis en place le ministre Dubé. Juste après le début de la deuxième vague, mais on est encore très en retard par rapport aux autres juridictions qui donnent à la population des graphiques sur les maladies, où est-ce qu'on en est de la prévalence du cancer, où est-ce qu'on en est de l'avancée sur le dépistage, etc. On va dire qu'au Québec, on est vraiment des mauvais élèves du partage de l'information publique sur la santé et surtout du partage de l'information à jour. Parce que si on va sur des sites internet comme celui de l'Institut national de la santé publique du Québec, par exemple, on peut aller voir des statistiques de tabagisme, mortalité, etc. Mais ils datent énormément de plusieurs années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la prise de décision publique? Par exemple, pour le tabagisme, pour les campagnes de prévention auprès des jeunes, c'est complètement daté. On n'a pas les statistiques à jour pour prendre des décisions, que ce soit au gouvernement comme dans la population. Donc, je pense que oui, il nous manque énormément d'indicateurs alimentés par des données en continu au Québec. Parfait. Cathy, de votre côté? Bien, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, Cécile a mis très, très bien la table. Je pense qu'au Québec, on pourrait être un modèle de ce type d'informations et d'indicateurs. On est un grand territoire, donc de pouvoir avoir les indicateurs de maladies et de risques de maladies à travers le Québec par région, par exemple, permettrait d'avoir des modes de prévention, de promotion de la santé et aussi de distribuer notre personnel de santé au bon endroit avec les besoins. Donc, c'est pour une meilleure santé, mais aussi une économie, une santé financière aussi de la province. Donc, pour moi, c'est un outil que le Québec devrait se doter en priorité, là. Parce que si je comprends bien, et puis peut-être plus pour votre intervention, Cécile, on a des données qui sont là, qui sont collectées en fait par le gouvernement. Après, en fait, la manière avec laquelle elles sont véhiculées, traitées, partagées en fait à la population, heu, on le fait vraiment mieux en fait dans d'autres juridictions, on le fait mieux dans d'autres pays plus particulièrement. Est-ce qu'il y a justement en fait des pays qui sont
qui sont en fait un peu des pionniers ou alors qui sont des bons joueurs en fait là-dedans et sur lesquels on pourrait s'inspirer au niveau du Québec plus particulièrement? Bah, c'est une très bonne question. Déjà, avant de parler des pays, parlons du Québec. On dit Mmh mh. souvent au Québec, on est très protecteur, de la vie privée. Mmh. C'est dans notre charte, le code civil et c'est pour cette raison qu'on garde bien les données protégées. Et donc souvent on dit: «Bah, elles circulent pas, elles restent dans les établissements, on les met sous cadenas, on les a bien protégées, vous inquiétez pas». Mais à vrai dire, c'est très important la vie privée. Mais est-ce qu'on la protège mieux au Québec que dans d'autres juridictions? C'est pas démontré. Et donc cet argument de on protège beaucoup et donc on ne peut pas partager, il ne vaut pas dans des juridictions, par exemple européennes, où ils ont des grandes législations, des lois, des règlements, des politiques à n'en plus finir pour protéger la confidentialité. Et en même temps, il y a plus de tableaux de bord, il y a plus de statistiques pour la population, il y a des données qui Mmh. parviennent aux chercheurs autorisées sous 3 mois, alors que nous, on parle d'années parfois. Donc, le comparatif vie privée ne fonctionne pas. Par contre, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? C'est qu'il y a un meilleur équilibre entre la protection de la confidentialité et l'utilisation par des gens qui en ont besoin. Dans le domaine de la santé, c'est à la fois des professionnels, des gestionnaires qui font des analyses pour la performance et la qualité, et les chercheuses, les chercheurs, les équipes plus largement, qui en ont besoin pour produire de la connaissance, trouver de nouveaux traitements, aller analyser des pratiques. Et donc, ce qui se passe, par exemple, en Europe, que je connais mieux, étant française, mais aussi par la curiosité d'aller voir ailleurs ce qui se passe, c'est que cet équilibre a été trouvé, par exemple, en France, donc mon pays natal, on va dire. Mais on peut aussi aller voir au Danemark, on peut aller voir en Belgique. Ce qui se passe en Suisse, c'est quand même très intéressant. Ce sont des profils assez similaires parce que les Européens se comparent et essayent toujours de se dépasser les uns les autres. Donc, si on regarde la France, déjà, ils ont une plateforme d'accès aux données qui s'appelle le Health Data Hub, qui peut avoir ses atouts comme ses limites, peu importe. Mais surtout, au niveau gouvernemental, il y a beaucoup d'investissements dans ce qu'on appelle les données ouvertes. Donc, si vous allez sur des sites internet comme data.gouv.fr, vous voyez plein de données ouvertes. Alors, on le fait aussi au Québec, mais vous verrez, nous, c'est vraiment pas très avancé. Et là, ils ont des formats de données qui sont imposés aux ministères, aux organismes publics pour partager les données. Ça fait que le chercheur qui va sur un tel portail, il peut télécharger les données dans un format où il peut les exploiter. Il a des données pas directement de santé sensible, mais des statistiques agrégées. Il peut aller sur des sites comme Data Pathologies de l'assurance maladie. Il faut savoir que l'assurance maladie de France, elle a des grands graphiques. On peut aller voir l'évolution des maladies à travers le temps, en fonction des classes d'âge, en fonction du sexe. C'est quand même très intéressant. Et aussi, ils font quelque chose de très original, puis c'est très important pour notre discussion sur la santé mentale, et je vais m'arrêter là, c'est qu'ils croisent des données de santé et des données environnementales. Et ils appellent ça Green Data for Health, donc très, très français. Hein. Les Français adorent les slogans en anglais parce que ça fait punchy. Mais gardons l'idée derrière le slogan, c'est d'inciter les chercheurs, mais aussi les organismes, à favoriser le croisement entre des données sur la pollution, la qualité des eaux et des sols, par exemple, et des données de santé. Donc, comme disait Cathy, allez voir au niveau territorial ce qui se passe, parce que l'incidence des cancers, si on ne sait pas si une personne vit près d'une usine qui pollue ou elle est dans un bassin naturel de reconstruction de la faune et de la flore, ça n'a pas vraiment d'intérêt finalement pour la recherche et la santé publique. Cathy, après, cette excursion en fait Ben justement en oui. Europe et puis cette très, très belle comparaison avec justement des arguments qui sont donnés par le Québec et qui potentiellement tiennent pas forcément la route. Qu'est-ce qu'on en pense de votre côté? Ben, ça démontre vraiment le côté essentiel de ça et la particularité de pouvoir arriver à avoir, tu sais, on le voit là, il y a des tableaux de bord qui sortent pour l'éducation, des tableaux de bord pour ci, des tableaux de bord pour ça, et chaque tableau de bord est dans sa petite boîte à elle, et puis elle ne parle pas à l'autre tableau de bord. C'est la même chose, on va avoir des données pour la santé et les maladies à Montréal. Donc, c'est pas ce qui se passe en Abitibi, c'est pas ce qui se passe à Gaspé. Euh, Tout ça, bien fait et mis ensemble et bien pensé, permet à un système politique et à un système de santé de, de, de voir de façon globale sa population et de pouvoir intervenir, de pouvoir avoir des méthodes de prévention, promotion, de briser les silos entre les ministères aussi. Ce que Cécile disait, tu mets les données climatiques avec les données de santé et tout ça. Mais pour arriver à ça, il faut s'asseoir et préparer
un modèle et des outils pour un bon tableau de bord qui va rester utile, pérenne et, utile autant pour les chercheurs, les décideurs que la population en soi. Mais ça ne peut pas se faire en claquant des doigts et le Québec est rendu là, il a besoin de ce type d'indicateur et il pourrait devenir un modèle à travers le monde là, de ce type de système-là. Mais il faut qu'il se donne les moyens Oui. et Ben, la vision. et puis c'est intéressant en fait de parler de cette vision-là. Il y a beaucoup de personnes qui dernièrement en fait parlaient de cimetières de données. Donc vraiment en fait des collectes de données, des collectes de données, des collectes de données. Et puis on est très bon au Québec hein, pour les collectes de données, mais qui après dorment en fait parce que justement soit on n'arrive plus à les retrouver, soit on n'arrive pas en fait à les mettre en connexion avec d'autres données, soit elles sont pas utilisées en fait de manière optimale pour une multitude de raisons, que ce soit en fait des lois ou que ce soit en fait des règlements en fait qui sont mis en place. Euh, Comment vous voyez ça justement en fait? Parce que si on essaie justement de réduire la maladie de manière générale, c'est certain qu'on peut voir en fait une responsabilité dans un premier temps du ministère de la Santé. Comment on la voit déjà cette responsabilité par rapport au ministère de la Santé? Puis peut-être qu'on pourrait aller davantage après en fait sur les données de manière générale et puis les responsabilités ministérielles ou gouvernementales de manière générale. Je ne sais pas Cécile si vous voulez rebondir là-dessus? Moi, je trouve que la discussion est intéressante parce que le budget, du Québec a été voté, puis il y a eu beaucoup de coupes budgétaires que commentent énormément les ministères et organismes, notamment sur les dossiers relatifs aux données. Donc je pense qu'on entre vraiment dans le débat et on voit en fait qui tient un petit peu, la main de l'évolution de notre société. Le ministère de la santé, il a un rôle, prédominant. Le plan santé qui est beaucoup discuté 2 ans plus tard, avec des objectifs sur les indicateurs, l'accès à l'information, l'innovation, mais il peut pas tout faire. Donc, le ministère de la Santé, il a piloté une nouvelle loi qui a été adoptée en avril dernier, qui s'appelle la loi 5 sur les renseignements de santé et de services sociaux, dont vraiment l'objectif est de favoriser la mobilisation des données, donc une circulation contrôlée pour améliorer la santé des Québécoises et des Québécois. C'est vraiment l'objectif de la loi, là, c'est de favoriser la mobilisation. Donc, ils ont fait énormément d'avancées par rapport aux autres ministères. Mais à la fin, on peut avoir les meilleures lois du monde, mais si on n'a pas les ressources qui accompagnent, on peut dire aux organismes: «Ouvrez les données, favorisez la recherche publique comme privée au service du citoyen». S'il n'y a pas de ressources qui viennent dans les établissements pour favoriser l'accès aux données, on n'avance pas vraiment très loin. Et donc là, on le voit très concrètement. On a une loi formidable qui entre en vigueur en juin, donc prometteuse pour l'avancée des connaissances, la gestion des systèmes de santé, la mise en place de nouveaux tableaux de bord. Et le budget nous dit: on fait des coupes, on arrête les investissements dans l'innovation médicale, établissement, regardez bien vos ressources. Ah, vous demandez une ressource supplémentaire, coordonnateur de projet en données, c'est pas sûr. Donc, comment on veut aligner les deux? Donc là, moi, je regarderai le ministère des Finances, à commencer par lui, puisqu'il décide avec le Trésor de où on a les fonds. Et puis, le ministère des Finances, il a un levier pour l'accès aux données qui s'appelle l'Institut de la statistique du Québec, qui dépend directement de lui et qui gère aujourd'hui des bases de données fondamentales de l'assurance maladie, du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation et des Revenus. Alors là, il y a beaucoup de choses à faire, hein, parce que c'est un organisme qui s'occupe de la gestion des données et de l'accès pour des fins de recherche publiques. Mais cet institut, de mon point de vue, il ne joue pas son rôle pleinement. Il devrait améliorer beaucoup plus ses processus pour être très rapide. Il devrait favoriser les croisements de données et endosser pleinement son mandat s'il l'assume, ou bien accepter aussi de déléguer ses mandats lorsqu'il n'en est pas capable. Donc, quand même, il n'y a pas que le ministère de la Santé. Je pense que là, il fait beaucoup de choses. Et souvent, on attend énormément du ministre de la Santé, hein, un super ministre, mais on voit qu'il y a beaucoup de leviers qu'il faut activer ailleurs. Finances, et aussi, comme disait Cathy, il y a les autres organismes, hein, l'environnement, les territoires, l'agriculture. On ne se Mmh. tourne pas assez vers eux lorsqu'on parle de mobilisation des données. Cathy? Je touche voyons, je suis emballée par ce que vient de dire, ma collègue. Heu, pour moi, la clé de voûte, elle est vraiment dans travailler ensemble et briser les silos des ministères. Nous, en tant que chercheurs, on nous dit beaucoup, là, c'est la mode, puis ça c'est pas une mode, là, c'est la façon de faire de la recherche, de travailler de façon intersectorielle, donc de travailler avec des collègues de d'autres disciplines, de travailler avec les citoyens, travailler avec les décideurs et tout ça. Alors, on a un système démocratique de gouvernement qui est fait en ministère. Mais un système ne peut pas fonctionner si
travaillent pas ensemble. Il faut que les ministères travaillent ensemble et ce n'est pas ce qui se fait. Donc, on a des très bons outils qui sont en silo. On a des initiatives qui sont mises en place, mais qui ne se parlent pas. Et quand on commence à travailler sur l'idéation, par exemple, d'un tableau de bord des maladies ou sur l'accès de proximité, on se rend compte qu'il y a des collègues qui ont déjà travaillé à ça, mais que personne n'a parlé à personne. Personne ne sait qu'est-ce qu'il a comme données. Je pense qu'il est temps que le ministère, et que les chercheurs, que les municipalités, les districts, peu importe, là, s'assoient ensemble et prennent le temps de dire, OK, quelle sorte d'outil on peut monter qui va être utile et pérenne au lieu de créer des tableaux en urgence quand il y a une COVID, quand il y a une crise, quand il y a... Et ça, c'est voué à juste mettre un plaster sur un bobo, là. C'est pas... donc, il y a ce besoin-là. Et on a les outils pour ça. Mais il faut la communication, du travail ensemble et de la mise en commun, là. C'est intéressant ce que tu dis, Cathy, le fait de réfléchir en amont, de travailler ensemble et puis, ça m'a fait penser, dernièrement, en fait, au cours des derniers mois, Éric Kerr, ministre, de la cybersécurité et du numérique, a fait passer une loi, justement, en fait, qui porte sur, si je me trompe pas, la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et d'autres dispositions législatives. C'est un texte qui est quand même très intéressant et puis duquel on n'a pas beaucoup parlé, hein, au Québec, mais qui pourtant, en fait, va dans la direction qui est plus chaque ministère a ses propres données, mais on est désormais avec des données qui sont gouvernementales, donc des données qui appartiennent au gouvernement et ça enlève beaucoup de silos. Après, ça se retrouve pas forcément, en fait, comme vous disiez, Cathy, en fait, sur le terrain avec justement des ministères qui essaient de travailler ensemble pour mettre en commun, en fait, des bases de données ou transformer justement des règlements ou des lois pour s'assurer justement, en fait, que cette mise en commun, elle aille jusqu'au bout, hein, si je me trompe pas. Donc je sais pas qu'est-ce que vous pensez justement de cette collaboration, en fait, entre les différents ministères? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement, Cécile, vous parliez, de chercheurs qui parfois, en fait, prennent plusieurs mois pour aller chercher à la fois des données qui viennent de différents ministères parce que c'est compliqué. Donc je sais pas comment vous voyez, cette chose-là, Cathy, puis après Cécile? Comment je vois ça? En fait, j'ai perdu l'idée que j'avais parce que je pensais que Cécile allait parler en premier. Non, mais tu sais, pour moi, la clé de voûte, elle est vraiment de s'asseoir et de parler. Et puis, tant qu'on aura des gouvernements qui pensent sur 4 ans ou qui pensent en fonction des élections, on ne pourra pas faire avancer un système. Et ça, c'est bien important. Et je crois que certains pouvoirs devraient être délocalisés parfois ou déministérialisés dans l'idéation pour pouvoir arriver à développer des outils. Parce que là, on a des gros systèmes dans les ministères euh, qui pensent individuellement, tout seuls, des chercheurs dans le boîte, des étudiants dans un autre, des municipalités dans un autre. Et, et comment on fait pour mettre tout ça ensemble? Il y a une façon, ça se fait dans d'autres pays. Pourquoi que nous, on n'y arrive pas avec toute la bonne volonté qu'on a et, et pourtant, le Québec est connu pour être imaginatif et inventif et innovatif. Donc, on a même un innovateur en chef. Donc, euh, il y a, je pense qu'on est rendu à avoir un temps d'écoute des différents domaines et d'arrêter de mettre des plasters sur les crises, là. Puis il va en avoir d'autres crises, mais ça fait que ça, il n'y arrivera pas, là. Oui. Cécile? Pour moi, je suis une nouvelle arrivante, je considère encore nouvelle arrivante, c'est-à-dire que ça fait 5 ans que je suis ici et donc j'observe toujours, le Québec avec un regard un peu étranger et je pense que c'est un apport et je pense que ça m'enrichit personnellement et donc la manière dont je verrais un petit peu notre problème, de mon point de vue très personnel, c'est un problème de culture. En fait, on est doté de très belles institutions, même parmi les meilleures au monde. Je pense que le monde a envié ce qu'on a mis en place en termes de réglementation, de principes, de bonne conduite. On est doté de plein de cadres. Mais au moment de les mettre en pratique, il y a un réflexe personnel qui fait en sorte que notre propre fil d'interprétation intervient. Je vais donner un exemple très concret. La loi, aujourd'hui, va permettre aux données de l'assurance maladie
donc de la facturation, des hospitalisations, tout plein de fichiers qui sont quand même super utiles pour la recherche, hein, même l'impact des médicaments. Ces recherches ne sont pas faites au Québec actuellement, parce qu'il faut savoir que depuis 2019, on a mis en place un guichet unique qui fait en sorte que tout chercheur privé, même quand il conduit des recherches importantes pour la santé publique, ne peut plus avoir accès aux données de l'assurance maladie. D'accord? Dans les autres provinces, ça se fait, hein, mais au Québec, non. Et donc, pour résoudre ce type de problème, parce qu'on sait bien sûr que les acteurs privés veulent faire du profit, etc., mais ils font aussi des recherches qui sont indispensables sur l'impact des médicaments qu'ils mettent sur le marché, par exemple. Eh bien, on a essayé de résoudre ça avec une loi qui est la loi 5. Alors, on va maintenant permettre d'avoir un centre d'accès qui va s'assurer de bien protéger les données personnelles des Québécois, mais qui en même temps permettra la recherche qui est demandée par les acteurs privés. Mais quand on parle après avec les acteurs en leur disant, vous savez, maintenant, il y a une loi qui va vous faire en sorte que vous devez donner accès à des données dont vous disposez. Ah oui, mais nous, on a une politique qui l'interdit. Comment cette loi va permettre, mais on a mis en place un cadre qui fait en sorte que c'est interdit pour un chercheur privé. Donc, il y a une interprétation culturelle qui vient en fait en filtre et qui va s'opposer à la mise en application de la loi. Ce qui me fait étendre beaucoup plus la conversation en disant, finalement, on a beaucoup de cadres qui pourraient permettre l'accès à des données, des statistiques de santé publique. On a même une loi sur la santé publique qui devrait faire en sorte que tout citoyen doit être informé des interventions, puisse faire des demandes d'information. Vous savez qu'au Québec, tout citoyen peut faire des demandes d'accès à l'information. Par exemple, moi, j'avais demandé des informations sur le nombre de Québécois qui sont inscrits à Carnet Santé Québec. Mais à chaque fois, on nous fournit des filtres parce que les données sont trop personnelles ou ça met finalement trop de temps parce qu'il n'y a pas de ressources à l'interne pour répondre à ces demandes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme disait Cathy, il y a un problème de collaboration et de discussion autour de cadres et principes qu'on a déjà mis en place. Et je vais donner un dernier exemple. On va avoir à ce centre d'accès aux données dont j'ai parlé, donc il va se charger des demandes, par exemple, des pharmaceutiques, qui va avoir de l'information. On voudrait que les acteurs privés et publics puissent se mettre ensemble dans une grande table pour dire quelles devraient être les meilleures pratiques de ce centre. Mais finalement, on apprend qu'il va être nommé par décret et non par un règlement qui pourrait être discuté. Vous savez, quand il y a un règlement qui arrive, on a 45 jours pour émettre des recommandations. Là, ça va arriver par décret. D'un seul coup, les procédures vont être mises en place à très haut niveau, alors que l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, des services sociaux, même des sciences de la vie, s'étaient exprimés pour pouvoir rebondir, faire des propositions. Donc, on a quand même l'impression que le dialogue s'établit pas. Même si on a un plan santé qui parle de collaboration et d'innovation, lorsque les grandes décisions sont pour être décidées, il n'y a pas vraiment de consultation ni de discussion entre tous les secteurs. Donc, il faut vraiment mettre en application nos principes. Oui, puis si je peux rebondir, Oui, Thomas, vas-y, c'est Cathy. un exemple concret de ça, lorsqu'on ne se parle pas. On voit qu'il y a des besoins dans une région. On va construire un gros centre d'oncologie, mais on n'a pas vérifié quels étaient les types de cancers, s'il y avait vraiment ce besoin-là. Quelle est la population qui est réellement là? Est-ce qu'il y a la main-d'œuvre pour faire fonctionner cette bâtisse-là? Donc, on se retrouve dans certaines régions où on va avoir un centre qui a été bâti, qui est super performant, mais il n'y a personne dedans pour travailler. Fait que les gens continuent d'être traités ailleurs dans une autre province parce qu'on n'a pas compris la réalité de ce qui est là. Fait qu'un ministère a dit, ben oui, je vais aider, je veux construire un bâtiment. Mais il n'a pas parlé à l'autre qui disait que non, on n'avait pas besoin de ça, on a besoin de personnel. Donc, tout ça serait évité avec des choses qui se lient ensemble quelque part. Oui, la communication, elle est importante, la confiance aussi, comme le disait Cécile là, est importante aussi là. De faire confiance en fait que les gens vont faire les bons choix par rapport à ça et puis, d'avoir une volonté aussi d'innover et puis d'aller de l'avant avec justement en fait des réalités de notre temps. Parce qu'il y a des règlements ou il y a des lois aussi qui datent de certaines années et puis il faut justement en fait réadapter dessus. Moi, ça amène vraiment en fait et puis on va revenir davantage avec, la proposition, qui avait été faite dans le livre de la réduction de la maladie plus particulièrement, sur le fait qu'il faut qu'on se dote vraiment d'indicateurs qui ne parlent plus forcément en fait uniquement de ce qui est en relation avec des temps d'attente par rapport à des chirurgies, des choses comme celle-ci, mais vraiment en fait par rapport à des maladies, par rapport à des indicateurs de santé plus particulièrement. Comme vous le disiez Cécile, c'est compliqué en fait de les retrouver actuellement en fait sur plusieurs sites dont des sites
qui portent justement en fait sur les saines habitudes de vie, dernièrement avec justement des temps d'attente ou avec des variations qui sont trop fortes en fait en matière de mise à jour en fait de ces données-là. Hem, Aujourd'hui, est-ce qu'on est mature pour faire un projet comme celui-ci? Moi, c'est vraiment la question que je me pose, au-delà en fait de prendre le temps comme vous le disiez Cathy là sur la réflexion. Est-ce qu'on est mature aussi est prête en fait à aller sur un projet comme celui-ci? Cécile, Cathy, c'est à vous de ça sera Bah, de mon je ne côté, ça sais sera la pas dernière si question. Cathy veut en parler, mais moi, souvent, on me demande de faire des entrevues à l'étranger pour aller faire des recommandations au Québec. Ce qui est un exercice formidable pour moi, mais après frustrant pour les autres, parce que moi, je parle avec des gens formidables qui me disent profitez-en, vous ne l'avez pas encore fait, bâtissez sur ce que nous, on a fait, ne faites pas nos erreurs, reproduisez nos bons coups. Et puis, on produit les recommandations, mais on n'est pas du tout entendu. Donc, c'est la partie frustrante de l'exercice. Mais l'avantage, c'est de parler, par exemple, avec là, mon été était autour de Danois et aussi plus au nord, en Suède ou en Finlande, où ils nous disaient: «Regardez, vous avez tout à construire. Nous, on a mis 10 ans pour comprendre qu'il fallait qu'on associe nos bases de données, qu'en fait, tout centraliser en un point, c'était dangereux, donc il fallait produire de la fédération en associant les bases de données et les connaissances, faire circuler les connaissances et pas les données». Donc vous voyez, on a fait plein d'erreurs avec le temps. Après 10 ans de dépenses, de milliards, on a des bonnes pratiques identifiées. Faites ce qu'on a fait et mieux. Donc, je pense que le Québec peut partir de là. Tout le monde s'est essayé aux données ouvertes avec beaucoup d'échecs. Hein, on ne savait pas comment publier les données. Les chercheurs disaient: mais je n'ai même pas compris comment ces données ont été collectées. Vous devez m'informer sur telle ou telle information qu'on appelle les métadonnées, les données sur les données. Mmh. On a appris beaucoup de choses. Maintenant, c'est l'opportunité de le faire. Les tableaux de bord, ils ne sont pas parfaits à l'étranger. D'accord. Les gens voient les limites. Vous voyez, ils investissent, par exemple, des millions dans un nouveau tableau de bord, puis après la population dit: «Mais nous, on ne comprend pas là le diagramme», ou bien, un tableau de bord mis en place, par exemple, dans les directions, de statistiques en France, où c'est tellement difficile d'aller à l'information que le tableau de bord, on se demande pour qui il a été construit. Donc nous, on peut faire beaucoup de choses, non seulement mettre les bons indicateurs, hein, comme disait Cathy, il y a des choses quand même à mettre en place dans un tableau de bord, non seulement des indicateurs de la maladie, mais des indicateurs de la santé, hein, des indicateurs aussi sur la prévention, des indicateurs peut-être sur les attentes de la population, avec les questionnaires qui sont rapportés par les individus. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Et en plus, on peut, je pense, être très pédagogue parce que il y a un fort partenariat avec les patients, les aidants, le public qui s'est construit au Québec et sur lequel on peut s'appuyer pour aller construire des indicateurs pédagogiques. Donc, informer sur les patients avec des statistiques, mais mettre après des indicatifs en disant: «Voyez, ces données, les collectées de cette façon-là. Si elles datent pas de 2023, mais de 2019, c'est pour ces raisons-ci». Donc, les gens ont envie, en plus de regarder de l'information, de comprendre comment elle est produite. Et c'est là, ce que vous disiez, c'est-à-dire la confiance. Toutes ces données, les Québécois, ils savent qu'elles sont collectées auprès d'eux. Pour une partie de la population, peut-être qui est en confiance, ça ira, mais pour des personnes méfiantes qui vont se dire: «Mais attendez, là, vous avez collecté des données sur les malades, ça vient d'où? Moi, j'ai eu un cancer, j'avais peut-être pas envie que ma donnée sur le cancer se retrouve ici». Donc il va falloir quand même faire un exercice de pédagogie sur le type de données collectées, comment on a anonymisé, pourquoi ça se retrouve là et surtout les droits des patients. Il faut leur dire aussi qu'on a le droit de se retirer du système d'utilisation des données pour des fins de statistiques. Alors, il y a plein d'exceptions, hein, la santé publique, l'urgence, et cetera, mais il y a quand même ce qu'on appelle un refus de consentement dans la loi. C'est-à-dire qu'on peut dire non au fait que nos données se retrouvent dans des bases de données pour la recherche, encore plus pour le privé. On peut s'effacer des fichiers de données, on peut demander une rectification de nos renseignements s'ils sont erronés. Il y a plein de droits qui ne sont pas connus des Québécois et je pense qu'ils apporteraient de la confiance s'ils l'étaient davantage. Merci Cécile. Cathy? J'ai peu à ajouter sur ça, c'était ça exprime très, très bien la situation. Tu sais, innover, là, c'est pas de refaire la roue, là. C'est de partir de la roue qui est là et de l'améliorer. Et on a cet avantage-là, c'est très bien décrit, qui existe. Il y a des gens qui ont travaillé à ce genre de tableau de bord-là. Ils ont vu ce qu'il faut pas faire, ils ont vu ce qu'il faut faire. On a l'avantage de partir de ce stade-là au Québec. Euh, alors, on a vraiment toutes les chances de notre côté. C'est ça, innover, c'est de partir sur quelque chose qui existe et de l'améliorer et d'être plus performant et d'aller toujours de plus en plus loin.
L'exemple de la médecine, c'est ce qu'on fait. On ne part pas à zéro, là, on part de ce qui est connu, puis on essaie de l'amener un peu plus loin. Sinon, on repart toujours à zéro. Et là, on a cet avantage-là. Cécile a fait une démonstration éloquente là, de ce que où pourrait aller le Québec. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, là. On a tous les éléments, en fait, pour y arriver. C'est ça qui est intéressant. Les modèles internationaux sont là et nous démontrent, en fait, qu'ils ont fonctionné, avec leurs forces, leurs faiblesses, justement, pour qu'on ne reproduise pas ou alors qu'on utilise, en fait, les forces qui ont été véhiculées jusqu'à maintenant. Il faut qu'on mette de l'avant, en fait, l'ensemble de ces avantages-là, en fait, pour, un Québec en santé et puis je pense que ça ressort beaucoup, en tout cas, dans le livre, de la manière avec laquelle c'est véhiculé. Puis, on espère justement, en fait, qu'avec la création de Santé Québec et puis avec les transformations qu'on est en train de vivre au niveau du système de santé, ça va justement, en fait, arriver. C'est de ça qu'on a besoin et puis pas que grâce au ministère de la Santé, mais à l'ensemble des ministères et puis justement avec le leadership vraiment du gouvernement. Cécile, Cathy, merci beaucoup pour votre temps. Je trouve ça très, très intéressant et puis je pense que c'est des conversations qu'on n'a pas assez. Comme vous le dites, Cécile, la population n'est pas assez au courant, en fait, de ses droits. Elle n'est pas assez au courant, en fait, des informations nécessaires, en fait, pour justement comprendre ce qui est en train de se passer avec les données et comment ça pourrait améliorer la qualité de vie des gens si on utilisait bien ces informations-là, plus particulièrement. C'est un discours qu'on a depuis plusieurs années ensemble, hein, d'ailleurs, hein, avec l'Association pour la santé publique du Québec. Ça fait déjà 4 ans qu'on est sur cette problématique-là. Ça évolue, pas assez rapidement à notre goût, mais ça va potentiellement évoluer plus vite grâce justement, en fait, aux prochaines étapes qui s'en viennent dans le milieu de la santé. Merci à nouveau, pour votre temps, pour votre expertise et puis pour ce que vous faites de manière générale, c'est essentiel. Puis, ben, j'espère en fait que les gens ça aura donné en fait le goût soit d'aller, vous contacter directement en fait pour savoir ce que vous faites plus particulièrement avec des données en fait dans vos domaines respectifs, soit d'aller lire en fait justement l'information sur le livre de la réduction de la maladie, soit justement en fait d'apporter leurs propres solutions à cet échange comme celui-ci. Donc, merci à nouveau et puis on se tient au courant là. Ça vous va? Oui, merci beaucoup et merci à l'Association de santé publique du Québec pour tout ce qu'elle fait pour arriver à une santé durable au Québec, là. C'est essentiel. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Cathy. Merci à vous 2. Bonne journée, hein.